À la fin de l'été 1944, le petit village de Beaufort-sur-Gervanne, dans les contreforts sud du Vercors, ressemble à cela. Successivement fin juin et fin juillet de cette année-là, les Allemands le bombardent puis l'incendient dans le cadre d'offensives qu'ils mènent contre les nombreux maquis installés alentour. Parmi ces attaques, le massacre de Vassieux en Vercors est resté tristement célèbre. 75% des maisons de Beaufort sont détruites à la Libération, en sorte qu'il est aujourd'hui impossible de se représenter aussi bien ce qu'était à cette époque le cadre de vie, mais d'une certaine manière également ce qu'était la vie rurale d'alors. Par chance, on a récemment remis au jour et restauré une collection de photos d'un photographe professionnel, Édouard Mourican, prise peu avant la guerre. Elle redonne vie aux habitants de l'époque dont on redécouvre les visages. Ces photographies ont réveillé bien des souvenirs dans la population locale. Ce film a pu être réalisé grâce à un travail collectif mené avec de nombreux habitants de Beaufort. À quelques exceptions près, il est composé des clichés d'Édouard Mourican. Nous allons vous projeter un certain nombre de montages, je dis un certain nombre, parce qu'en réalité leur nombre a augmenté au fur et à mesure de certaines circonstances que je vais vous raconter. Édouard Mourican est né en 1911 et il est mort très précocement en 1951. Et on a donc retrouvé un certain nombre de ces photos, 350, 370 à peu près. J'ai dû procéder à un travail important de restauration de ces clichés afin qu'ils soient plaisants à regarder. Si ça avait été un désastre, ça aurait été triste. Alors donc, voici le premier document.
Il y a Léopold Collant. Léopold Collant, Ouais. il est à droite. Ah ouais, à droite, avec le Ah bon? c'est mon grand-oncle. C'est votre grand-oncle? Ouais. Ah bon? Léopold Collant à droite, d'accord. En fait, c'est le père à André Collant. C'est le père à André Collant. Le frère à ma grand-mère, en Argonne. D'accord. Et oui, Aimé. C'est celui qui tient là, c'est celui qui est C'est votre père, madame. Et celui qui est assis avec le tableau, c'est ça. Et les enfants, c'est Mathilde et Madeleine. Alors là, on est beaucoup plus tôt. À mon avis, on est au début du XXe siècle. Là, si vous voulez, c'est l'entrée de Beaufort. Vous savez qu'à l'entrée de Beaufort, sur la droite, il y a un jardin. Mais à l'époque, il y avait donc cette maison que vous êtes en train de voir. Où il y a maintenant la cabine téléphonique. Voilà, il y a maintenant la cabine téléphonique. Peu avant la guerre, Beaufort-sur-Gervanne compte 350 habitants, soit une centaine de moins qu'aujourd'hui. C'est un village agricole comme tous ceux alentours, mais la terre n'est pas bien généreuse et les paysans doivent additionner de petits revenus, un peu de céréales, un peu d'élevage, un peu de vignes. Les travaux se font pour l'essentiel à la main, aussi bien pour les agriculteurs que pour les artisans. Les machines sont rarissimes, sauf pour ce qui est des batteuses, dont certaines ont été purement et simplement bricolées par des agriculteurs astucieux. Et c'est aussi à la main que se font pour les femmes toutes les tâches ménagères dans la ferme. Les paysages d'alors sont dégagés parce que le moindre mètre carré de terrain est exploité. Les troupeaux sont nombreux et ne laissent aucune chance aux petites pousses. La comparaison avec nos paysages actuels est éloquente. On est donc bien loin des grandes exploitations mécanisées modernes. Quelques entreprises locales louent leurs équipements pour les battages et, alors, on s'entraide d'une ferme à l'autre parce que ces opérations réclament beaucoup de monde. Et si les femmes n'y participent pas directement, elles doivent nourrir des tablées d'une quinzaine de personnes pendant des jours entiers. Les fermes d'alors ont perdu deux atouts qu'elles avaient encore dans la première moitié du XIXe siècle, l'élevage des cocons de vers à soie et la production viticole. La pébrine, à partir de 1852, a dévasté les élevages de cocons et, à partir de 1870, la région est frappée, comme l'Europe entière, par le phylloxéra qui ruine les vignes. Ça, ils sont en train de distiller quoi? La vache pour l'agneau. Et oui, Essentiel, mais c'était pas de l'huile. Oui, elles étaient essentielles, mais c'était pas d'huile.
Ça, c'est Adrien. Adrien, ça c'est Adrien qui... Alors, on est en face de chez... C'est l'entrée de Beaufort. Et c'est la maison Jean. Voilà, la maison qui a été détruite là. Ouais, ça y est. Pour se déplacer, la plupart du temps on marche, parfois on utilise les animaux. En tout cas, les voitures sont très rares. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de cabanons dans nos paysages. En période de moisson qui pouvait se terminer tard dans la journée, il arrivait qu'on couche dans ces cabanons, et en tout cas on y abritait les outils qu'on n'avait donc pas à ramener le soir à la ferme. À Beaufort, il y eut probablement autour de 80 cabanons et plus de 200 assaillants. Il est vrai que dans les communes viticoles, l'avantage supplémentaire des cabanons était la récupération des eaux pluviales tombées des toits. Or, pour faire la fameuse bouillie bordelaise indispensable au traitement des vignes, cette eau était nécessaire alors que, le plus souvent, les vignes n'avaient pas de point d'eau. Celui-là, je serais très curieux de savoir qui c'est. Vous voyez pas. Daniel Emery. Daniel Emery. Et au milieu, je pense qu'il y a M. Vincent, qui est le grand-père de Sylviane Buret. Alors celui qui pose le fer, Achard. Achard. Pourquoi l'Achard? Beaufort-sur-Gervanne est à une vingtaine de kilomètres de Cray. Dans l'entre-deux-guerres, les déplacements sont mal commodes, en particulier pour faire les courses. Beaufort était donc un important centre artisanal et commercial. Les villages alentours, plus éloignés encore pour certains, s'appuyaient sur les offres commerciales de Beaufort. Il n'y avait pas moins de 3 épiceries. L'intense activité agricole faisait vivre de nombreux artisans spécialisés dans le matériel nécessaire. La quasi-totalité des habitants travaillaient sur place, ils n'avaient donc pas de tentation de s'approvisionner sur leur lieu de travail. Ce n'est pas un hasard s'il y avait un hôtel, ce n'étaient pas des touristes qui l'abritaient, ou bien peu. C'étaient souvent des personnes faisant un long déplacement qui avaient besoin de faire une étape. À la veille des foires, les exposants éloignés y couchaient et plaçaient dans une remise les poules, lapins ou ustensiles qu'ils allaient vendre le lendemain. Donc, dans un sens, l'isolement relatif de la commune et de ses voisines était une chance, car il alimentait une petite économie.
Voici un personnage capital, Félix Lapen, l'épicier. Il ne se contentait pas de vendre dans son échoppe. Avec une carriole à cheval, puis plus tard un fourgon motorisé, il courait les fermes. Naturellement, il y vendait, mais il y achetait aussi les œufs, les poules et les lapins qu'il revendait par la suite dans son épicerie. Le lien qu'il établissait entre les fermes et le reste du monde était très important, car c'était lui, comme ailleurs tous ses collègues qu'on appelait des coquetiers, qui permettait d'écouler toute la petite production des fermes, et donc de faire rentrer de l'argent. Du reste, il approvisionnait aussi en argent de poche les jeunes gens qui lui vendaient des grives, qu'il piégeait dans la campagne. Alors donc, ça c'est Mathieu Père, enfin, ton grand-père, Charles. Cette femme-là, c'est qui ça? Alors, ça, je crois que c'est Madame Chan. voilà. Oui, ça serait pas ton père, ça. Alors, la tenue pourrait faire dire que c'est mon père, mais le visage, j'ai un doute sur le fait que ça soit mon père. T'as un doute Moi, que je retrouve quelque chose, Joël. Alors, moi, ça, je pense que c'est Pierrot Bovin. Oui, c'est Pierrot Bovin, à gauche. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Le coiffeur venait toutes les semaines, mais heureusement, l'autocar de la famille Lacroix, originaire de Plante-Baie au-dessus de Beaufort, était quasiment quotidien. Il était essentiel pour la vie du village, pour relier à Craie la ville voisine. Et les commerçants de celle-ci connaissaient bien de la part de nombreux villageois la formule habituelle lorsqu'on passait une commande par téléphone « Vous me la mettrez au car ». Et en effet, celui-ci transportait non seulement des voyageurs, mais de nombreuses marchandises. Le malheureux autocar, un Saurer, peinait dans les rudes pentes menant à Plante-Baie, et on prétendait que les plus jeunes voyageurs sautaient du véhicule dans la montée et le dépassaient à pied. Dans le temps dont nous parlons, il n'y avait évidemment pas de télévision, encore moins d'Internet. On jouait bien sûr aux cartes ou aux boules, et l'habitude était prise, depuis des générations, d'organiser des fêtes où l'on adorait se déguiser et décorer les chars. Les archives de nombreuses communes de la région en témoignent.
Il arrivait, exceptionnellement, qu'il y ait de grandes occasions où l'on se déplaçait. Ainsi, par exemple, curieusement, au début du XXe siècle, il y eut dans la vallée de la Drôme de nombreux meetings aériens en raison de la présence dans la région de pionniers de l'aviation. On y courait, bien sûr, mais ça ne se terminait pas toujours bien. Ma grand-mère m'aurait raconté, c'est, je ne sais pas quelle année, en 1900 par là, ils étaient allés voir un meeting à Valence. Oui. Ils avaient mis un jour pour y aller avec la calèche. Ils sont arrivés là-bas, et l'avion, il a fait pouf, 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 il n'a pas pu décoller.